pour recontextualiser un petit peu la séance, on l'a fait au début, mais je le fais parce que là, les caméras tournent. Donc, on a voulu programmer ces deux films suite à un article que tu as publié donc, sur ton site, Emitai, site de critique cinéma et décolonial, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, pour ceux qui suivent, dont tu pourras peut-être dire quelques mots, après ma question. C'est un article dans lequel, en gros, vous étiez un peu tous les contributeurs amenés à faire un texte un peu personnel sur votre rapport au cinéma, à la pensée décoloniale, etc. Et toi, donc, tu es revenu sur ton rapport conflictuel, on va dire, avec Apocalypse Now, qui était un de tes films préférés, qu'il est peut-être d'ailleurs toujours, et dans lequel tu, en tout cas, revenais un peu sur la relation trouble que tu as en tant que franco-vietnamien avec ce film. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est déjà l'article, je vous invite à aller le lire, mais c'est aussi qu'on s'était toujours dit ici qu'on ne ferait pas de hate watch, en tout cas qu'on ne projetterait pas des films qu'on n'aime pas ou qu'on trouve mauvais pour en dire à quel point ils sont mauvais. Sauf que là, dans l'article, tu avais une position qu'on trouvait intéressante parce que tu nies pas du tout les qualités esthétiques assez évidentes que présente Apocalypse Now, mais l'idée, c'était d'essayer d'aller plus loin et de voir au service de quoi était mis cette machinerie esthétique. Et de faire le fameux pas de côté décolonial. Voilà. Donc, et en plus, tu proposais, mais on en parlera après, de conjurer un peu le sort avec ce court-métrage. Et donc, voilà, la première question, c'est un peu d'où est parti cet article ? Comme tu l'as dit, ça vient donc du lancement d'une revue de cinéma critique et décolonial qui s'appelle Emitai. On s'est un peu collectivement lancé dans un dossier de lancement où l'idée, c'était d'essayer de se questionner sur notre rapport à la cinéphilie, à la question décoloniale. Il se trouve que moi, il y a une sorte d'évidence en fait à parler de ce film, puisque pendant longtemps, en effet, ça a été l'un de mes films préférés. Il se trouve qu'on a commencé à réfléchir à ce dossier, alors le timing est assez intéressant, donc en septembre dernier, octobre je pense, et j'avais un peu en tête ça. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a presque... Enfin, ça m'a mis, si tu veux, ça m'a lancé dans cet article-là, c'est donc un tweet, un post de Donald Trump, fin septembre. Donc on est en plein, il y a tellement eu de trucs depuis septembre qu'on ne se souvient plus, mais on est en pleine répression avec ICE, il y a beaucoup d'images qui circulent, etc. Et donc là, Trump envoie sa cavalerie, on va dire, à Chicago, avec un tweet et une image générée par intelligence artificielle, où en gros on voit le fameux plan de colonel Kilgore, donc qui dit « J'aime l'odeur du napalm au petit matin », avec la tête de Trump à sa place. Et évidemment, un petit texte qui l'accompagnait, qui m'a beaucoup troublé. Bon, en fait, quelque part, Trump, c'est toujours un truc assez pratique pour nous, je pense. C'est qu'il vient de tout clarifier. C'est-à-dire que c'est des choses qui étaient évidentes, en fait, qui étaient déjà là depuis très longtemps, qui enlèvent son masque, en fait, j'ai envie de dire. Et donc là, si tu veux, ça m'a questionné. Je me disais, tiens, premier réflexe de cinéphile quand tu vois ce tweet, tu te dis, il a pas compris le film. Voilà. Il réutilise Apocalypse Now, mais on va pas toucher au film de Coppola. En disant, j'aime l'odeur des expulsions au beau matin. Exactement, même Deportation en anglais. Voilà, la lignée, si tu veux, est très claire. Et donc en même temps, je me dis, premier réflexe défensif, pour pas toucher à ma cinéphilie non plus et pas la renverser complètement, je me dis, il a pas compris le film. Et en même temps, vu qu'il est question comme ça de réfléchir un peu à notre rapport un peu contrarié à la cinéphilie et à la blanchité avec ce qui l'accompagne, on va dire. Premier réflexe, évidemment, je me dis en fait peut-être que... est-ce que si c'était l'inverse, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'était moi qui n'avais pas compris le film ? Et en fait, lui, il avait très bien compris ce dont il était en jeu. Et donc là, se pose une question qui me force, si tu veux, à... J'avais envie, pour commencer ce travail critique, de prendre vraiment le taureau par les cornes, voilà, tout simplement. De plus en avoir peur aussi, d'en parler, parce que c'est un film qui est un peu écrasant, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits dessus, beaucoup de littérature critique autour de ce film, et en même temps, il me semblait toujours manquer quelque chose, qui était évidemment le point de vue vietnamien. Bon, ce qui me paraît plutôt naturel finalement quand on voit le film, puisque ce point de vue est déjà absenté dans le film, et donc dans les discours il va l'être aussi. Donc moi j'étais précisément dans une position qui me paraissait être intéressante, c'était de questionner le film sous cet angle-là, en prenant, comme j'ai dit, le taureau par les cornes, sachant qu'il est gros. Il a les yeux rouges, il fait peur. Ouais, c'est un monument, quoi. Voilà, exactement. Et en même temps, je trouve que là, la séance qu'on vient de vivre, après je finirai pour l'introduction, confirme l'intuition que j'avais eue, c'était de me dire quand même, là, j'en sors, donc j'ai vu le film de Christopher Radcliffe juste après, et le film m'impressionne plus du tout. Ouais. Et donc il y a une opération critique à faire dans ma tête aussi, pour, entre guillemets, un peu me désenvoûter, tu vois, un peu essayer de questionner, enfin, de transformer la critique comme un outil pour, quelque part, ne plus se laisser avoir, regarder le truc un peu droit dans les yeux, et peut-être y voir plus clair aussi. C'est-à-dire que là, quand je vois le film avec tout
tout l'outillage et le travail qui a commencé en septembre, c'est-à-dire que là je referai pas le même texte, tu vois, aujourd'hui, je pense. Le film me paraît hyper limpide. Voilà. Hyper limpide dans ce qu'il travaille, je pourrais développer un peu après, mais finalement j'ai l'impression d'y voir plus clair en fait, j'ai l'impression de comprendre à quoi sert tout ça. Je te rejoins un peu parce que nous on a revu le film aussi hier et moi je l'avais vu pour la première fois début de cinéphilie à 16 ans, les films t'impressionnent, tu es complètement complètement impressionné par le film et en le revoyant et surtout avec le cours ensuite, ça vient totalement casser cette image. Et peut-être qu'on peut commencer par un peu décortiquer justement pourquoi il nous a autant impressionnés. Toi, tu parles dans ton article de l'écran de fumée. Et en fait, on pourrait peut-être dire qu'il y a plusieurs successions d'écrans de fumée, notamment le fait que pour Coppola, en fait, c'est la guerre du Vietnam. Alors lui, il dit carrément que c'est pas un film sur la guerre du Vietnam, c'est le Vietnam lui-même, et que c'est en fait, c'est la guerre du Vietnam comme un traumatisme américain avant tout, quoi. C'est peut-être le premier écran de fumée qu'on doit dissiper. Voilà. Tout à fait. C'est le premier, c'est le plus gros, le plus évident, le plus simple à traiter. Donc de dire que, parce que ça c'est au début du making-of, donc qui s'appelle Au cœur des ténèbres, qui est réalisé par sa femme, etc. pendant le tournage. En gros, il dit, la conférence de presse à Cannes, quand le film est présenté, il gagnera la Palme d'Or d'ailleurs à ce moment-là, en 79. Il dit, ce n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, c'est le Vietnam, parce que la production du film, la création du film reproduit le geste de la guerre états-unienne au Vietnam. Donc déjà, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que cette expression-là, c'est pas que Coppola, c'est-à-dire que les États-Unis, dans la mémoire états-unienne, quand tu dis Vietnam, c'est pas le pays, c'est la guerre. Ouais. Donc déjà, il y a déjà un déplacement sémantique intéressant qui nous dépossède un peu de notre attache à ce territoire-là, c'est qu'on le ramène toujours à la guerre. Voilà. Et donc, quelque part, il n'a existé qu'à ce moment-là, si tu veux. S'il n'y avait pas eu de guerre, on n'en aurait jamais entendu parler, il n'y aurait pas eu 150 films dessus. Donc déjà, il y a une manière de récupérer sémantiquement le terme Vietnam pour le ramener à la guerre. Et ensuite, il y a ces trucs très bizarres, donc de se dire, voilà, on va faire un film sur la guerre du Vietnam, ou en tout cas, ou alors, pire encore, on va faire un film qui devient le Vietnam sans Vietnamiens. Voilà. Alors ça, dans le film, ça saute aux yeux, c'est-à-dire qu'il y en a, mais évidemment, ils ne parlent pas. Ils font partie du décor, c'est toute l'accroche en fait du court-métrage qu'on a vu juste après, et aussi de les extraire de ce décor-là, évidemment. Mais évidemment, c'est le truc le plus simple, et d'ailleurs c'est très intéressant pour aborder la question de l'autocritique ou de la critique de la guerre par ce prisme-là, parce que j'ai souvent entendu dire le discours, bon, c'est quand même un film anti-guerre, a priori. Voilà. Ça, on va y revenir parce que je pense que c'est faux, concrètement. Mais par contre aussi, il y a cette idée très simple déjà de reconnaître un fait qui nous paraît tellement énorme qu'on n'y réfléchit pas, c'est le blancocentrisme d'absolument tout, de la mise en scène, de la parole, du droit à l'existence et le partage de l'expérience de la guerre. Ouais. Et ça ne passe que par ce prisme-là. Et à quoi ça sert ce truc ? Donc c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples dans le film qui nous attestent ça, c'est-à-dire que là en revoyant, je me suis rappelé donc la scène avec le dîner au tout début, quand on lui donne sa mission, il y a un plan en vue subjective, où les généraux qui sont en face de lui le regardent dans les yeux. Et donc tout de suite, en fait, nous, notre point d'accroche, ça va être Willard, voilà, avant tous les autres. Donc ça, c'est pareil, plutôt simple. Et je pense que ça, c'est une opération assez classique du cinéma hollywoodien. C'est ce qu'on va appeler, et ça, je reprends un peu la formule qu'a pris récemment Eyal Sivan pour parler du film Oui de Nadav Lapid, c'est le renversement victimaire. Ouais. Voilà, ça, c'est une notion très intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, on va tout de suite conjurer une guerre, en l'occurrence, qu'on a perdue en plus. Je dis on, hein, c'est pas, voilà, vous m'avez compris. L'Occident, quoi. Voilà, l'Occident perd la guerre. Il faut tout de suite conjurer cette défaite par un renversement presque du traumatisme de cette guerre, en disant, mais en fait, nous avons été les premières victimes presque. Les victimes presque universelles, voilà. Et donc, du coup, on va généraliser le propos en plus en rendant les choses toujours plus abstraites, en les décontextualisant de leur ancrage politique. C'est-à-dire que je pense que si vous voyez ce film, vous arrêtez à ça, vous ne comprenez rien à la guerre du Vietnam. Bah oui. En l'occurrence, il n'y a aucun élément, si ce n'est ce qu'on retient du traumatisme, un peu voilà, l'état d'âme, tu vois, le tourment de l'homme blanc, évidemment, dans cette guerre qui culpabilise presque de son je sais pas comment dire, de son désir, tu vois. Oui, le cynisme va tellement loin qu'en fait, les vraies victimes, c'est nous. Et il y a le problème avec Willard, en fait. Willard, il agit comme ce personnage qui sait, en fait, et qui est revenu même de la guerre du Vietnam, et c'est bon, en fait. Je sais qu'on fait n'importe quoi, etc., etc. En fait, il évacue la critique un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, complètement. Mais il y a cette idée du constat un peu...
qui se suffisant. Voilà. Donc en fait c'est comme quand vous dites, je sais pas moi, tout le film, il y a un peu cette idée. Alors j'avais écrit un texte sur Criticat à l'époque en 2019, donc ça commence à dater, où j'essayais déjà de me frotter au film et d'essayer de parler de ce fameux plan de Bill Kilgore avec donc les Vietnamiens derrière en file indienne. Donc, on voit très bien ce plan, du coup qui revient en court-métrage. J'avais analysé le film en me disant, parce que je voulais sauver le film, tu vois. En étant franco-vietnamien, je sais très bien qui je suis. En même temps, je vais sauver le film et je me dis, ce plan raconte l'aveuglement de l'armée états-unienne. Ce plan raconte ça, d'accord, premier constat. Sauf que, évidemment, enfin je veux dire, c'est pas parce que vous dites que vous êtes aveugle que ça va vous rendre voyant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de suffisance à s'arrêter au constat, et ce constat permet non seulement de ne pas changer l'ordre des choses, c'est-à-dire que de toute façon vous ne voyez toujours pas la guerre du Vietnam en faisant ce constat, c'est pas parce que vous dites que vous n'y comprenez rien que d'un coup, pas parce que vous faites preuve de lucidité sur un conflit que vous changez la perception de ce conflit-là, et en plus ça vous absout de devoir vraiment changer de choses, parce que vous dites je suis lucide au moins. Je fais mon autocritique. Donc ça, c'est un truc très hollywoodien, quelque part, de se défendre d'être une machine de propagande en prenant le prisme des conflits, par exemple, à partir de Nouvelle Hollywood, sous l'angle de l'autocritique. Voilà, nous, en fait, ce qu'on sonde, ce sont justement la face sombre des États-Unis, les traumatismes, etc. Tout ça permet, in fine, de se dédouaner, quelque part, de toute remise en question radicale, puisque nous avons avoué nos fautes. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu Oui de Nadav Lapid, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'idée, on passe 2 heures, mais 2 heures et demie, c'est marrant, c'est les mêmes durées, 2 heures et demie pour se dire au final, nous sommes coupables, on a compris au bout de 5 minutes. On a compris au bout de 5 minutes, et au bout d'un moment, c'est marrant que quand je voyais le film, moi à la fin, presque j'étais saoulé que la fin dure aussi longtemps. Et ça me semblait presque même un peu, j'avais un rapport presque, j'avais envie de prendre le film de haut, à partir du moment où presque il ressassait un peu ce truc-là, ce tourment, et auquel je me raccroche plus du tout, quoi. Il y a vraiment cette idée comme ça. Oui, c'est ça, parce que vas-y, tu voulais peut-être dire un truc, mais moi je voulais juste rebondir sur en fait 2 trucs, c'est que en même temps il y a aucune ambiguïté sur le fait que les Américains, enfin il y a Wagner, donc Wagner les nazis, on sait très bien, voilà, la liaison est faite, et donc je pense que dans la tête de Coppola c'est plutôt clair. Et en même temps, dans le court-métrage, ils disent que c'est la meilleure partie du film. C'est un peu drôle. Et le reste, c'est du blabla. Donc, au moins, peut-être que là, on peut dire il y a au moins du spectacle. Le reste, c'est du blabla. Des états d'âme d'américains, quoi. Donc, si on a à foutre. Mais c'est ça qui est trop fort avec ce court-métrage, c'est que non, il prend le film tellement de haut qu'il ne le prend même pas au sérieux. Il ne prend même pas au sérieux le reste du film, le propos du film. On va même pas intellectualiser le truc. Ouais. Mais ça, c'est un truc, justement, Enfin, je veux dire, ça, c'est des phrases que pourraient dire des gens non cinéphiles qui ont vécu l'exil, etc. Disant, ça m'intéresse pas, moi j'ai juste envie qu'il y ait de l'action, et un rapport complètement dépassionné en fait au cinéma, qui est un peu l'inverse de la cinéphilie et qui précisément participe à démystifier le film. Ouais. Et donc ça on en parlera peut-être dans un second temps, parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut d'abord t'as raison. On peut aller plus vite tout de suite, mais il y a vraiment cette opération de désenvoûtement qui passe par, je pense, tu vas prendre une petite aiguille, le mettre dans le ballon et voir le truc qui pète comme ça, et de se dire en fait c'est pas grand chose, et que tout ça en effet c'était presque beaucoup de fumée, beaucoup de bruit, beaucoup de pyrotechnie, et que tout ça a participé aussi à notre aliénation un petit peu collective. Ouais. Moi il y a un truc sur lequel je voulais revenir, qui est dans cette espèce de cette espèce de question du film qui a l'air en apparence d'être conscient quand même de la barbarie qui a été mise à l'œuvre. Enfin, je veux dire, tout le début du film, c'est quand même effectivement ramener les Américains presque à des nazis, en tout cas une espèce de barbarie sans limite, etc. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué en revoyant le film, c'est la symétrie qui est faite aux morts, en fait. C'est-à-dire que malgré le fait que le film semble conscient de tout d'une forme de réalité qu'a été le Vietnam, quand même, la mise en scène jamais ne se place même en empathie avec les Vietnamiens, et l'empathie va toujours sur les morts américains. Il y a 2 scènes, notamment, moi je pense surtout à celle du jeune qui meurt en écoutant une cassette, un enregistrement de sa mère, donc c'est une scène qui est surdramatisée, etc. C'est une scène que je trouve forte, et en soi qui ramène à l'idée que tout le monde est un peu des victimes dans cette histoire, mais en même temps les victimes vietnamiennes, exemplairement ce fameux Vietnamien tué hors champ par une espèce dans la séquence nocturne, qui est limite juste une tuée par le montage son en fait, c'est un détail finalement de la mise en scène. Donc en fait la mise en scène de Coppola vraiment pour le coup trahit vraiment l'empathie de son regard, quoi. Je trouve que c'est assez ouais, il y a toujours ce truc très simple de se dire que il y a ce que vous dénoncez et ce que vous faites. Voilà.
c'est deux choses séparées. C'est-à-dire que vous pouvez faire un film qui dénonce le racisme ou le suprémacisme de ton armée nationale, en l'occurrence, tout en étant soi-même raciste et suprémaciste. C'est-à-dire que l'un n'est pas forcément en contradiction avec l'autre, à aucun moment. Et le film est l'exemple, le cas d'école de ça. C'est-à-dire qu'on peut complètement être dans une forme de critique tout en reproduisant soi-même comme je parlais de garder, de maintenir le monopole de l'expérience sensible dans les mains et dans les yeux des personnes blanches, ou occidentales, on va dire, pour le coup. Même si en fait, à la fin, tu vois, les personnes afro-américaines sont les personnages qui sont éliminés, tu vois, progressivement. Donc c'est plutôt limpide, c'est assez clair en fait, tout au long du film. Et en effet, il y a cette c'est cette hiérarchie qui est le droit à l'image en fait, et le droit à même mourir à l'image. Et c'est typiquement ce que le film en fait, le court-métrage vient essayer de questionner. C'est justement, nous étions le décor, nous faisions partie du décor. Il y a un truc qui m'a marqué là en revoyant, c'est ce corps pendu à la fin. Qui est à moitié déshabillé, qui est nu. Et donc, tu vois, il y a une forme presque de... Il participe au folklore, presque. Si tu veux, le corps nu, pendu, qui en plus est exhibé, tu vois, c'est-à-dire que c'est même pas dans le flou, c'est même pas loin, c'est juste derrière les personnages qui sont en train de parler. Évidemment, là, tu pourrais te dire, le film dénonce la barbarie, etc. Sauf qu'il ne vient à aucun moment, si tu veux, essayer de la renverser en fait. Oui, en fait, c'est le stade ultime de son entreprise, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est des corps vietnamiens, ils sont là. Et c'est d'un cynisme absolu. Et donc, il y a cette idée, de toute façon, d'une hiérarchie des espèces humaines, voilà, parce que cet impérialisme-là crée des espèces, d'accord, qui n'existent pas, mais il les crée, il les hiérarchise et il leur donne du temps d'écran, si tu veux, de la présence. Il les positionne dans le cadre à un moment, à un endroit ou à un autre. Il y a ce truc très intéressant, moi, quand je repense à ce plan du Connell Kilgore qui dit « j'aime l'odeur du napalm au petit matin », c'est de se demander quelle est la valeur du plan, dans le sens académique. Est-ce que c'est un gros plan sur l'homme blanc, ou est-ce que c'est un plan large sur les Vietnamiens derrière ? Et donc quand on commence à se poser cette question, on commence déjà, tu vois, à entrer un peu en bagarre avec le film, à se dire non, je vais essayer de refuser ça, essayer d'interroger justement la place qu'on accorde aux uns et aux autres. Et d'ailleurs, c'est pas que les corps, c'est pas que les Vietnamiens. Et en l'occurrence, ce qui est marrant, c'est que le corps, toutes les personnes que vous voyez à la fin du film, dans la dernière partie, ne sont pas Vietnamiens, ce sont des Philippins. Voilà. Pourquoi ce sont des Philippins ? C'est-à-dire qu'en fait, on vient de voir 2h30 de film sans voir une seule seconde de Vietnam. Voilà. Donc, on a eu le culot de dire que c'est le Vietnam sans avoir une seule seconde. Parce que le film est tourné en Philippines. Voilà. Une seule seconde de Vietnam, j'y venais. Le film est tourné. T'as cassé mon effet. Mais ça, je pense que c'est plutôt connu. Pour tout ça, dans le court-métrage, le travail. Mais le film est tourné aux Philippines. Cette anecdote-là, moi, à mon avis, c'en est pas une. En tout cas, c'est à prendre très au sérieux. C'est-à-dire qu'en plus, là, j'ai revu le making-of hier. Et donc j'ai appris un truc que j'avais complètement oublié parce que j'avais déjà vu ce making-of là. C'était que le tournage aux Philippines donc a été quand même rendu possible par un fait qui rend la qualification du film comme étant anti-guerre complètement caduque, complètement nulle. Concrètement, c'est-à-dire que le film, en fait, tous les appareils militaires que vous voyez en film ont été donc loués au gouvernement philippin d'époque, qui était donc une dictature qui était celle de Ferdinand Marcos, à la solde des États-Unis. Et donc, puisque le gouvernement n'a pas voulu contribuer au financement du film, le gouvernement américain, je veux dire, alors Coppola s'est tourné quelque part vers, si tu veux, la colonie. Il faut le savoir, les Philippines étaient une colonie états-unienne jusqu'à son indépendance, sa semi-indépendance en 1947. Et donc en fait, on apprend qu'en fait, les hélicoptères qu'on voit dans la fameuse séquence Wagner sont loués, c'est-à-dire qu'on donne une somme d'argent très très importante à une dictature pour tourner ce film. Donc on finance la dictature qui est en train, au moment même où le tournage est fait, de mener de contenir des révoltes communistes dans le sud des Philippines. Donc à partir de ce moment-là, si on a une approche un peu, tu vois, matérialiste, etc., sur les productions du film et ce que le film essaie de raconter, on ne peut plus dire que c'est un film anti-guerre puisqu'il finance littéralement, en fait, si tu veux, la contre-révolution. Ouais, exactement. Puis la domination impériale des États-Unis sur un pays qui lui sert quelque part de base avancée. Et puis même, il me semble que dans ce making-of, Coppola se comporte comme un général américain, quoi. C'est-à-dire, il est là, il donne des ordres, il mange des mangues avec la peau. Enfin, genre, il devient fou, quoi. Et il rentre en fait lui-même dans ce rôle de colon. Il le dit lui-même en plus, lui s'identifie. Kilgore, intéressant, c'est un personnage de metteur en scène, si tu veux. Il met des lumières, il envoie des. C'est presque le relais incarné de Coppola. Et puis, de toute façon, Coppola se compare beaucoup au personnage de Kurtz. De Kurtz, qui est donc, en fait, quelque part, l'homme blanc qui enlève son masque et qui se prend pour Dieu. C'est ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, dans notre hiérarchie qu'on a tracée, à un moment, ce qui est insoutenable avec Kurtz pour
l'armée états-unienne au début du film, c'est qu'en fait, il les rappelle à ce qu'ils font. Voilà. Et donc, il fait trop bien son boulot, en fait. Exactement, c'est trop parfait. À un moment, il le dit, il est trop parfait, il est trop brillant. Et évidemment, Coppola se projette là-dedans. Et je trouve que, je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher, des fois, on va chercher un peu trop loin, on se dit, mais il voulait dire ça, mais sous un ordre métaphorique. Non. Il se prend pour Kurtz, dans sa jungle, il a dit qu'il voulait refaire le Vietnam, évidemment avec un rapport... en plus, c'est encore plus vicieux, je trouve, d'avoir fait ça, parce que du coup, tu vois, il s'exempte de toute critique, puisqu'il l'a fait lui-même. Voilà. Donc à partir du moment où tu t'autocritiques, quelque part, on ne peut plus te critiquer. Tu annules. Tu annules la possibilité de la critique. Donc voilà, c'est vrai que ce making-of-là est assez intéressant pour ça, c'est que tout se clarifie, et tout... D'ailleurs, moi, en revoyant ça, j'étais vraiment étonné de voir que tout le mythe autour du tournage, autour de la production de ce film-là, reposait sur pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire quoi ? Un remplacement d'acteurs, des dépassements de budget, un tournage qui se prolonge parce que d'un coup, il y a un typhon et qu'en fait, il avait jamais mis les pieds aux Philippines avant le tournage et il pensait que la pluie allait s'arrêter au bout de 24 heures. Donc c'est juste une méconnaissance et presque une incompétence, qui a été transformée, qui a été mythifiée et qui a participé à l'aura du film, qui explique la place considérable qu'il a dans la cinéphilie. Ouais. Got slumps on the wire, man. You hear him? Lance! Do you hear him? Well, bust it! You hear him out there on the wire, man? Yeah. You need a flare? No. He's close, man. He's real close. Du coup, allons aussi sur ce terrain de l'opération de séduction qu'entreprend le film, parce que finalement, l'autre grande imposture, on va dire, que pourrait représenter le film, c'est qu'il transforme la guerre en un spectacle pyrotechnique et en un trip un peu psychédélique. C'est ça. C'est la grande opération de mise en scène, c'est finalement de flouter un petit peu la matérialité géopolitique d'une guerre, etc., ses enjeux, parce que même on ne comprend pas vraiment pourquoi. Ils sont au Vietnam, enfin, je veux dire, dans le film, c'est vraiment, ils sont là presque par contrainte, lui il est envoyé là-bas, et d'un coup le film glisse dans quelque chose de l'ordre de la transe, du trip, etc. Et du coup il y a toute une machinerie, disons, formelle qui est mise au service d'une espèce d'opération aussi pyrotechnique, très impressionnante et très séductrice, quoi. Il y a quelque chose d'un érotisme de l'explosion, des hélicoptères, etc., qui trahit aussi une appétence quand même de Coppola pour ça, quoi. Bah bien sûr, et c'est précisément pour ça que quand on me pose la question, c'est-à-dire depuis que j'ai publié l'article, on me pose toujours la question, ouais mais quand même, c'est quand même vachement bien, etc., c'est beau, enfin je veux dire plastiquement, c'est beau, d'accord. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Oui, mais alors tu vois où je veux en venir, c'est que précisément, j'en veux au film d'être beau. Voilà. C'est un film qui participe à un truc très récurrent dans le cinéma colonial, notamment dans le western par exemple, c'est la sublimation du massacre. Ouais. La sublimation d'un génocide par exemple. Voilà. On a fait des très beaux films sur le génocide amérindien, ça, on en a fait plein. Tu vois. Et on a fait aussi des très beaux films sur le Vietnam. Voilà. Il y en a, tu vois, je peux prendre Deer Hunter ou des films comme ça. Bon, je vais pas toutes les citer. Il y en a tellement en fait, qui font partie presque du panthéon, quoi. Et donc il y a cette idée qu'on a aussi confondu ce qu'on considère être beau avec peut-être presque une sorte de séduction de la noirceur, de la beauté noire, tu vois. Et ça, c'est un truc du romantisme presque vénéneux, du poison, tu vois, dans lequel on se complaît, qu'on aime quand même de temps en temps se plonger dedans, tu vois. On aime mettre la tête dans la boue, c'est littéralement ce qui est fait dans le film. C'est que le chaos est un presque exhausteur, pas de goût, mais un exhausteur de sensations. Voilà. Il y a cette idée que la guerre est encore plus, peut-être plus que les d'autres, évidemment, mais que la guerre au Vietnam a été un spectacle pyrotechnique, télévisé,
Alors c'est intéressant d'ailleurs, au moment où on voyait un journaliste au début qui disait avancez, Ouais. c'est Coppola qui joue le journaliste, bon ça raconte pas mal de choses. Et quelque part que le film voilà, vient aussi presque capitaliser ou faire son beurre sur les massacres commis par l'Empire, tout en prétextant de vouloir le critiquer et tout en finançant lui-même, tu vois ce que je veux dire, les bras armés aussi. C'est peut-être pour ça qu'il absente les cadavres d'ailleurs. Comment ça ? Parce que c'est le contre-champ de ce spectacle pyrotechnique finalement. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est obligé de les montrer un petit peu pour faire preuve, tu vois, de lucidité. En même temps, à partir du moment où dans ce film vous essayez de mettre le point de vue vietnamien, vous allez le trouver insupportable. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le court-métrage, c'est que d'un coup, il donne une existence, il donne la parole, et il donne une présence très nette de personnes qui ont été déplacées, qu'en plus c'était pas des combattants communistes, tu vois, mais c'était des personnes qui ont été des victimes de la guerre. Et donc tout de suite là, à mon avis, quand on parle de faire un cinéma anti-guerre, je vois pas pourquoi on parlerait pas du court-métrage par exemple. Pourquoi il faut toujours chercher dans les films de guerre une manière de la désamorcer en fait, hein, comme si ça, voilà, il y a un truc de, on peut s'autoriser au cinéma à aimer la guerre puisque ce sont des films anti-guerre. Et je trouve que ça c'est un peu une arnaque. Mais je t'aurais pas dit ça il y a un an. Tu vois, c'est vraiment en fait à force de me confronter à cette contradiction et peut-être aussi d'un point de vue personnel d'avoir un double ancrage. Forcément, quand je vois le film, quand je suis ado, je m'identifie à Willard parce que tu vois, je suis aussi blanc, je suis aussi français, tu vois. Donc en fait, j'ai cette identification-là et en même temps, j'ai cette distance bizarre de me dire, mais attends, c'est un peu fucked up d'aimer presque ces images-là, quoi. Il y a un truc comme ça, c'est que en plus, j'ai une formation critique française et on m'a beaucoup rabâché, tu sais, le travelling de Capot, ou cette idée qu'on ne pouvait pas sublimer un geste de caméra on ne pourrait pas apprécier un geste de caméra qui viendrait sublimer, par exemple, les camps d'extermination. Ouais. On ne va pas faire de travelling ou de belles images dans les camps, d'accord ? Évidemment qu'il y a des échelles et des comparaisons à avoir toujours en tête. Il n'empêche que, dire là, aucun problème. Il se gêne pas du tout. Personne, et d'ailleurs la critique, je veux dire, elle-même se complaît aussi et s'autorise en fonction peut-être des contextes historiques et parce que la question des camps d'extermination est tellement énorme sous notre nez qu'on ne peut pas en jouir. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, quand c'est loin, quand on n'y comprend rien et quand le film participe et que c'est exotique et qu'il y a une jungle et puis presque c'est un film qui naturalise le chaos. C'est-à-dire que de toute façon on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Le Vietnam, on n'y comprend rien. Alors que, je veux dire, c'est pas si compliqué quand tu t'y intéresses, tu vois. Le Vietnam a été massivement pris en charge par le cinéma américain. Apocalypse Now en fait partie, mais on peut citer, t'as cité Deer Hunter, Full Metal Jacket, enfin, je veux dire, il y en a, et même jusqu'à Taxi Driver, qui est sur Platoon, Rambo, je veux dire, c'est abusé. Sur le traumatisme. En gros, le Vietnam est un grand traumatisme que le cinéma américain a massivement pris en charge. Est-ce que tu dirais que ça a participé aussi à reprendre le contrôle, là où il y a eu une défaite militaire, il y a une manière de reprendre le contrôle du récit sur le terrain médiatique en fait. Ouais, ça c'est un truc très paradoxal et assez spécifique sur le cas du Vietnam, c'est que contrairement à plein d'autres conflits dans le monde qui n'ont jamais eu de films, qui sont complètement absents, c'est-à-dire dont on ne parle pas, alors là pour le coup, tu vois, on peut pas se dire nous en tant que Vietnamiens, on n'a pas parlé de notre guerre, mais la question c'est comment maintenant, et surtout à quoi ça sert quelque part presque d'en faire trop, enfin c'est-à-dire qu'il y a presque une exploitation cinématographique, presque de créer un genre à part entière à partir de ce conflit-là. Parce que, alors c'est après c'est des timings, si tu veux, ça apparaît au Nouvel Hollywood, c'est un moment où le cinéma états-unien un peu se régénère par l'autocritique, etc. Et donc reprend de la vigueur, et donc ça raconte d'ailleurs pas mal comment sa suprématie, il l'entretient aussi dans son autocritique, il la relance presque. Mais il y a cette idée, et ça c'est quelque chose que développe une cinéaste chercheuse qui s'appelle Trinh Minh Ha, qui est vietnamienne états-unienne, et qui explique par exemple que plus le Vietnam on le voit à l'écran, moins on le voit. Et donc ça c'est un paradoxe intéressant en tant que critique, c'est-à-dire que plus vous devenez visible au cinéma par exemple, dans ces conditions-là, qui sont celles de l'impérialisme, du capitalisme, plus vous êtes invisibilisé, plus vous êtes presque dépossédé de votre propre image. Et donc là ça devient un truc très pervers, c'est qu'en fait il valait peut-être même mieux rester invisible dans ce cas-là, tu vois, parce qu'il y a cette idée presque assez retorse, voilà, de renverser et d'être dans un espèce de piège, de se dire qu'on est présent alors qu'en fait on l'est pas du tout. Et c'est d'ailleurs ça qui moi m'a entretenu presque à pas forcément, par exemple, chercher des films vietnamiens. Je pense que dans la salle, il y en a très peu qui ont vu des films sur la guerre au Vietnam faits par des Vietnamiens, ce qui est plutôt logique puisque ces films ne sont pas montrés, ne sont pas distribués, presque parce qu'on se contente de ça. On s'est dit mais c'est bon, le travail a déjà été fait, on en a déjà parlé, on en a même beaucoup parlé. Et donc il y a presque un jeu comme ça de savoir qui détient la mémoire forcément de la guerre. Et donc là je renvoie, j'ai ramené le livre, mais ce qu'il est vraiment bien, il m'a beaucoup inspiré pour ce travail, c'est Viet Thanh Nguyen, qui est un auteur
pareil vietnamien, états-unien, et qui parle justement de ce conflit asymétrique de la mémoire de la guerre, c'est-à-dire qu'une fois que la guerre est jouée, elle s'achève avec telle issue, elle continue. Elle continue parce que quelque part, elle devient un enjeu iconographique, c'est-à-dire qui va pouvoir imposer l'image, qui va pouvoir presque remplacer ce qu'a été cette guerre par son image. Alors là, c'est assez tordu, et on arrive à des questions qui sont celles d'ailleurs de est-ce que la guerre du Vietnam a vraiment été perdue par les États-Unis ? Et moi, j'ai tendance à répondre que non. Non seulement elle n'a pas été perdue parce que culturellement, faut savoir que Apocalypse Now, le tournage commence en 76. Voilà. 76, c'est 1 an après la fin de la guerre. Donc, il y a une rapidité et une vivacité à tout de suite désamorcer la défaite qui est très très nette. Il n'y a aucun recul déjà. Et le film sort en 79 après beaucoup de montage et de tournage, mais voilà, il y a cette idée déjà de tout de suite désamorcer le truc. Aussi parce que c'est un mouvement de décolonisation internationale assez intense, quoi. Le Vietnam devient presque un emblème de ça. Et donc il y a cette idée de reprendre le contrôle, en effet, sur ça. Et en plus, après, voilà, de masquer aussi ce qu'a été le Vietnam post-guerre. Ça, c'est un truc qu'on ne parle jamais, parce que la période de 75 à 85 a été justement jalonnée par tous ces films, qui fait qu'en fait, on s'est complètement désintéressé de la question presque vietnamienne à partir de la question de la guerre, quoi, qui s'était pourtant achevée, mais elle a été toujours remise sur le tapis par les films, qui ont amené comme ça ces discussions, pour l'Occident évidemment. Et je termine juste, quand on dit que voilà, les États-Unis ont repris le contrôle sur cette guerre par les images, maintenant c'est à nous, quelque part, de reprendre le contrôle sur les images qu'ils nous ont imposées, en leur proposant, pas forcément des contre-champs complètement symétriques, mais ça on peut peut-être en parler, mais de proposer plutôt des lignes de fuite, quoi, ou des alternatives qui, c'est pas forcément de rentrer en dialogue avec ce qu'on vient de voir. Ça a été un peu l'objet dans l'article d'un développement sur un film vietnamien pour le coup qui s'appelle Terre dévastée. C'est ça. De Nguyen Hong Sen, et j'ai été très tenté, moi, en tant que cinéphile, d'aller tout de suite chercher je veux le film vietnamien où et on avait envisagé de le projeter à la base, mais bon, c'est très compliqué. Ouais, déjà, à la base, on t'avait proposé de projeter ce film-là. Ouais, et ça me semblait compliqué de tenir un vrai regard critique sur ce film, parce que typiquement, donc Terre dévastée, ça sort en 79, la même année qu'Apocalypse Now. Évidemment, le film est distribué pas du tout en Occident, il passe en URSS, à tout le bloc de l'Est, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du film, c'est vraiment la résistance, en tout cas le harcèlement d'un couple de paysans par un hélico. Voilà. Et donc en fait, on a vraiment la perspective diamétralement opposée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les airs, on est au sol, et on n'est plus du côté États-Unis, on est le côté, en plus le personnage principal c'est une femme vietnamienne. Donc on a vraiment, une sorte de symétrie absolue et parfaite, de reflet inversé qui est proposé. Et le piège de ça, à mon avis, j'en parle un peu dans le texte, c'est que quand je vois le film, j'avoue, je suis un peu déçu. Je suis déçu parce qu'à mon avis, le film, en essayant de faire du spectacle aussi, un spectacle populaire, un spectacle presque pyrotechnique lui aussi. Toi, tu dis, il me semble que dans l'article, tu dis que tu es déçu aussi parce que il prend les standards occidentaux comme ça, son point de base, c'est-à-dire il veut faire un grand spectacle lui aussi, etc. Ouais, il veut proposer un contre-spectacle. Voilà. De fait, on reste quand même dans une logique d'inversion. Alors certes, je préfère toujours voir, si tu veux, cette inversion-là que un truc complètement... Ouais. Non mais excuse-moi, mais ça me rappelle juste un petit truc, c'est un peu ce qu'on dit sur les États post-indépendance qui ont voulu copier l'Occident, on va dire, qui n'ont pas acté leur qui ont eu une lutte anticoloniale, mais qui n'ont pas été décolonisés au sens décolonial, quoi, c'est-à-dire complètement se vider du regard occidental. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est sûr. Et puis bon, évidemment, je peux comprendre dans le contexte en fait du rapport de force, de vouloir faire un bras de fer. Mais ce que révèle le film et ce que révèle ce type de film, c'est que ce bras de fer, tu le perds forcément. Tu le perds forcément parce que de base, t'as pas les mêmes armes. C'est que ton bras est tout petit. Et en fait, tu vas pas le gagner ce bras de fer là. Donc ça sert à rien en fait quelque part de vouloir répondre à l'Occident en utilisant les mêmes armes que lui et en les renversant, puisque je pense que c'est perdu d'avance quelque part. Et le film quelque part en voulant jouer le jeu du spectacle, se prend un peu les pieds dans le tapis parce que c'est un spectacle un peu brouillon. Voilà, c'est monté de manière un peu chaotique. Le son n'est pas synchronisé. On est en 79, on a l'impression que le film sort des années 30 parce que nos standards techniques sont complètement différents. Et donc on a vraiment ce truc très très vicieux de vouloir copier en même temps de perdre à ce jeu-là, parce que ce que ça révèle quand je vois le film, c'est les disparités matérielles énormes entre la même année. Quand vous faites un film à Hollywood et quand vous faites un film au Vietnam, vous ne pouvez pas rivaliser, c'est impossible. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire nous, si on va avoir une attitude décoloniale, je dis nous, mais au sens large,
c'est de refuser ce jeu. Ouais. Se refuser, on leur donne pas l'heure. On les regarde, on les prend de haut. Et comme c'est fait dans le court-métrage, c'est-à-dire que là, et là on peut en arriver à ce point-là, c'est presque un peu esquiver l'affrontement. Hein, le prendre de travers comme ça, de manière presque nonchalante. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là quand on voit le film, c'est qu'on a vu un spectacle comme ça qui essaie de nous en mettre plein les yeux, qui nous impressionne à moitié, parce que c'est bon, ici on a compris, je pense, dans la salle. Mais en plus, ce court-métrage-là arrive, et lui fait pareil. C'est-à-dire que le film est pas ouf. Mais en fait, moi je trouve que ça marche. C'est-à-dire que juste avec 2 anecdotes, Coppola il devient une sorte d'idiot dans la jungle qui fait n'importe quoi. Ouais, le coup des mangues, c'est excellent. Enfin, et en plus, il y a ce truc qui est incroyable, c'est qu'ils disent l'anecdote. Déjà, c'est très drôle. Ça, c'est pas dans le making-of. On le voit pas manger ses mangues avec la peau et faire un truc bizarre. Par contre, ce qu'il dit, c'est que à la toute fin du court-métrage, il dit si je le recroise, je lui dirai que j'ai un secret. Ah, oui. Et ce secret-là, quelque part, c'est la honte. C'est ça. Et c'est la honte, quelque part, d'avoir quand même vu clair dans ses yeux, de savoir, malgré lui, malgré tout ce brouhaha, tout ce boucan, toutes ces explosions de petit enfant qui veut faire son cirque, je sais que tu sais même pas manger une mangue. Voilà. Et quelque part, ça le fait dégonfler, comme un ballon, vraiment. Et il a fait vraiment cette idée de dire que je pense que ce qui pourrait être intéressant, nous, tu vois, même dans la critique décoloniale, ce serait déjà de changer nos échelles de valeur en disant, mais en fait, c'est même pas impressionnant. Ouais, moi, ça ne m'impressionne pas. Baudruche, quoi. Ouais. Maintenant, je regarde le film droit dans les yeux, il ne me fait plus peur. Donc il y a vraiment cette idée de le dégonfler de manière un peu ludique presque, de se dire mais en fait on va jouer avec ces images. Ouais. Et en même temps, eux ils connaissent la guerre, ils savent ce que c'est quoi. C'est-à-dire ils disent dans le court-métrage, moi j'ai eu 10 de mes amis qui sont morts, etc. Et donc tout de suite, en fait ils sont bien plus grands que n'importe quel réalisateur américain. Bah oui, mais c'est pour ça que le film est si court, c'est qu'en fait en 15 minutes... Coppola est un peu à terre, c'est-à-dire que pour le coup l'expérience traumatique de la guerre, on voit bien que quelque part 15 minutes suffisent vis-à-vis de ces gens-là, et on a 2h30 d'élucubration et de contorsion littéraire, conradienne, psychédélique pour nous expliquer que à la fin l'horreur. Tu vois. Il y a tout un truc comme ça, une sorte de compliqué, de serpenté, de tourner autour du pot, alors que du point de vue souvent des réfugiés de guerre, vous avez un truc très direct, dire voilà, j'ai vécu ça, c'est pas réaliste, les films sont pas ouf. Et Coppola mangeait des mangues avec la peau. Il y a un truc comme ça, presque qui moi, quand j'ai vu le court-métrage, ça m'a un peu désemparé. Je m'attendais, tu vois, à un truc, dire quelqu'un en colère, qui veut lutter contre le film, et tu vois, le boycott, ou je sais pas. Non, une sorte de détachement, de dire, mais en fait, nous, c'est même pas, ça nous concerne même pas. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'aspire à avoir cette attitude-là, ce détachement-là vis-à-vis de certains films qui ont participé pendant toutes ces années, tu vois, de cinéphilie un peu orthodoxe, parisienne, à aller voir les salles et tout, les films qui sortaient. D'aussi d'avoir une sorte de détachement, et c'est un truc pas facile parce que ça nous encourage aussi à changer nos repères, quoi, de savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est impressionnant, tu vois, qu'est-ce qui est dense. Oui, parce que là il arrive à créer aussi le tour de force du court-métrage, c'est aussi de créer de la beauté, une autre forme de beauté avec un régime d'image qui est aussi diamétralement opposé. On est sur des images fragiles, Super 8, des images de famille qui sont à l'inverse complètement de la grande maîtrise d'Apocalypse Now. Donc il y a aussi une entreprise formelle qui se place aussi sur un autre régime, un autre terrain, et sur lequel il réussit aussi à créer de la beauté. Ouais, c'est ça. Et je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le court-métrage magnifique. Bah oui. Même en gardant certains critères esthétiques, tu vois, plutôt canoniques, on va dire, c'est que il y a du beau, il y a de la présence, et donc je pense que ça passe aussi par un. C'est con, mais je pense que ça passe par un attachement au réel. Ouais. C'est comme conclusion, c'est un peu décevant. Du sensible aussi. Du sensible et de l'expérience sensible du monde, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, là, j'ai des paysages, je vois la ville, je vois des images de Saigon, mais pas grand-chose. J'ai pas besoin de grand-chose de plus, tu vois, pour donner à ressentir. Je vois un chien sur la plage, je vois les vagues. J'ai pas besoin de me dire, voilà, de passer par une sorte d'abstraction. Et forcément, j'en vais en venir à ce point, mais ça me paraît évident, ça part du point de vue des personnes concernées. Ouais. C'est-à-dire que le film a été donc coécrit par Cathy Lynch, qui est une poétesse vietnamienne-américaine, et qui donc, ce sont ses parents à elle. Voilà, Christopher Atlip est juste le réalisateur du film, mais ce sont ses parents à elle. Et donc forcément, ça passe par des gens qui vont vouloir regarder le décor plutôt que la personne qui est devant. Et le fameux plan de Bill Kilgore, alors ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà commencé à écrire le texte avant de voir le court-métrage, et quand je vois le court-métrage, je suis très troublé parce que on prend le même plan à partir duquel se dire non mais je vais peut-être regarder derrière, et le son est un peu étouffé, on ne calcule même plus notre Trump clownesque à l'avant-scène. Enfin, il y a un truc comme ça de refuser, quoi, la lecture qu'on nous a donnée du film, de le remonter, d'en refaire la mise en scène, quoi.
Bah, du coup, une question un peu provoque, c'est quel pourrait être le geste d'un réalisateur blanc sur la guerre du Vietnam finalement? À peu près, ça existe déjà. Ouais. Ça s'appelle Loin du Vietnam. Tu vois. Donc en gros, si vous êtes blanc, je fais un tuto, et que vous voulez parler d'une guerre qui ne vous concerne pas, parlez du fait déjà. Déjà, il faut situer ce discours. Ouais. Je pense que c'est ça, faire preuve déjà. Le but, c'est pas de parler à la place des autres et donc de se substituer à une autre position que celle qui est la nôtre. Il y a un film qui s'appelle, donc je crois que c'est Caméra œil de Godard dans Loin du Vietnam, où en fait il passe 10 minutes à nous dire je ne sais pas faire un film, je ne suis pas là-bas, je ne prends pas les bombes sur la tête. Et en fait il blablate, mais quelque part il n'y a rien de plus honnête et de plus précis presque que de parler de soi-même, de là où on est. Donc si vous êtes blanc et que vous êtes parisien et que vous voulez parler, je sais pas, de l'Iran ou du Vietnam ou de la Palestine, peut-être déjà commencer par situer un peu d'où l'on parle. Et voilà. Et parce que, en fait, je disais ça aussi parce qu'il y a un texte très vieux du Pierre qui disait que aussi une des contre-propositions, ça pourrait être de considérer qu'en fait, c'est pas une défaite, que de partir du principe que le Vietnam, Dien Bien Phu sont des défaites, c'est déjà partir du point de vue colonial, et qu'en fait, c'est une victoire pour l'humanité, que chaque victoire contre l'impérialisme est une victoire pour l'humanité, et qui permet en fait de libérer le colon, quoi. Bien sûr, mais ça, j'en arrive au choix des mots, qui est très très important. Par exemple, la guerre du Vietnam, ça ne veut rien dire en fait, puisqu'il y en a eu beaucoup plus d'une. Donc on parle de laquelle? Déjà, il faut resituer la guerre états-unienne au Vietnam, tu vois. La guerre française en Indochine française, enfin voilà, utiliser les mots et essayer de renverser déjà l'emprise que ces films ont et l'espèce de flou artistique un peu psychédélique dans lequel ils veulent nous maintenir aussi, malgré eux. Et je dis ils, d'ailleurs, parce que j'y pense là, mais depuis le début je parle ils, mais je veux pas citer forcément le gouvernement états-unien ou Coppola ou des agents, si tu veux, précis. C'est évidemment l'impérialité au sens large. L'hégémonie occidentale. En ce qu'elle s'entre-entretient et que des gens en sont les relais, conscients ou inconscients, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette idée comme ça de rentrer en résistance aussi vis-à-vis d'eux, en changeant les mots. Voilà. C'est pas forcément la chute de Saigon, c'est peut-être la libération de Saigon. C'est pas forcément la guerre au Vietnam, c'est peut-être la libération du Sud-Vietnam. C'est pas la guerre d'Algérie, c'est la révolution algérienne. Voilà, donc des choix des mots, c'est rien, mais tout de suite ça change. Nos coordonnées. Bien sûr. Et ça, c'est un truc à Emitai qu'on essaie de faire, quoi, vraiment de se dire, attendez, soyons transparents déjà du fait d'où l'on parle et peut-être essayons d'envisager qu'un autre récit du monde et qu'une autre expérience sensible du monde soit possible, quoi. Ce qui me paraît quand même pas si fou à demander. C'est vrai. Nghe nó bắt đầu chiếu thì mình đi coi một lần đó thôi. Cái đó nó có trọn, thành ra bom nó nổ nó bùm giống như thiệt. Phim này có khúc này sôi động, còn mấy khúc khác thì nó thường thường nói chuyện không chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà coi thì thấy không có gì hay hết, chỉ có khúc này. Cái đám đi đông bên kia làm tù binh, mà không thấy đi lông khôn á, để tay trên đầu á. Đám đó là Việt Nam á. Tù binh là tù binh của ai ta? Tù binh của Việt Cộng hả? Đâu có. Của Mỹ, của quốc gia. Không phải tù binh mà nó bắt đại khái vậy. Bên Mỹ bắt hả? Chứ ai bắt giờ? Hồi xưa bên lính Việt Nam Cộng Hòa nó cũng đâu có phải vậy, nó bắt dữ lắm chứ bộ. Ngay ra Việt Cộng bắt chứ. Bonjour, merci pour la séance, notamment le court-métrage après et là cette discussion, parce que après le film, je me suis dit, je comprends pas pourquoi on le met sur un piédestal. Moi, j'étais plus de l'avis du monsieur qui parle dans le court-métrage, plus du blabla et pas grand-chose. Et mais je me demande aussi, là, on parle de se mettre du point de vue des Vietnamiens et tout ça, et c'est ce qu'il faut faire dans un monde idéal. Mais vu que ce film-là est quand même à la base destiné aux États-Unis, est-ce que ça reste pas quand même un bon film pour une porte d'entrée pour ceux qui veulent commencer une remise en question? Et est-ce que c'est pas un peu ça aussi le but? Alors, je pense qu'on en a un peu parlé au début de ça. C'est que, en effet, ça peut avoir l'air d'être une bonne porte d'entrée pour commencer un processus d'autocritique, puis de remise en question de l'hégémonie occidentale sur le reste du monde. Moi, je pense que ce qui est un peu pervers avec ce film, c'est que, quelque part, on pourrait s'arrêter à ça.
le film essaie de, enfin, la conclusion du film, c'est quand même, voilà, l'idée quand même d'un chaos presque fondamentalement humain qui nous accompagne et qui nous menace et qui est une sorte de, il y a une tentation suprémaciste à laquelle il faut résister en permanence. Voilà. Et je pense que ça, quelque part, c'est insuffisant à mon avis, même si c'est peut-être un début, mais ça dépend les parcours. Quelque part, moi, on pourrait dire que ce film a été un début pour moi, parce que la relation conflictuelle que j'ai avec lui m'a permis de poser les bonnes questions, à mon avis. Donc presque prendre le film, s'en servir comme d'un point de départ. Vous savez, quand pour faire des anticorps, il faut avoir le virus. Donc quand vous faites un remède, il faut prendre le venin d'abord, tu vois. Et quelque part, moi, c'est peut-être un bon moyen, mais tout en ayant une attitude critique. C'est-à-dire que pas plus tard qu'il y a 3 heures, là, devant la salle, il y a quelqu'un qui est passé en disant « Oh, Apocalypse Now, trop bien !» Il était prêt à abandonner femme et enfants pour venir dans la séance. Après, il a dit « Oh non, je peux pas, j'ai les enfants, c'est dimanche. » C'est vrai, hein. Il y a des témoins. Il a dit ça. Et donc, tu vois, déjà, le pouvoir de séduction très fort que ça, je ne pense pas que toutes les personnes qui ont vu Apocalypse Now soient dans un début de remise en question, ne serait-ce qu'un millimètre de remise en question. Voilà. Et c'est la faute du film. C'est la faute du film, c'est sa responsabilité aussi en tant que film et d'avoir mis tous ses moyens pour en arriver à rien du tout. Tu vois, c'est rien du tout en fait. Moi, j'en attends plus, quoi. Surtout si tu mets, je sais pas, des millions dans un film, autant que. En fait, à qui tu sers ? Qui sers-tu ? Voilà. Et le film, j'ai ma petite idée. Oui, en fait. Bon, moi, c'est la première fois que je vois ce film et c'est pareil, ça me faisait peur en tant que personne d'origine vietnamienne aussi. En fait, bon, bah là, je suis un peu... je suis comme les personnes à la fin du film. Là, avec Ayette, on était en mode, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à la fin ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est dans le livre de la jungle avec des Mayas ? Parce qu'il y a des gens en pagne. En fait, il n'y a pas de gens en pagne dans ces parties-là, pas à ma connaissance. Moi qui suis aussi d'une ethnie, j'ai pas compris. Et je ne comprends pas ce qui se passe à la fin. Et j'avais l'impression que loin de faire un film sur le Vietnam comme il le veut, c'était plutôt un genre de conte, un mythe en fait. Que je pense que c'est une interprétation que beaucoup de gens peuvent avoir, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait zéro réalisme, zéro, comme vous l'avez dit, zéro contexte politique. En fait, ça aurait pu être n'importe où, ce récit-là de guerre. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette fin. J'avais l'impression d'être dans les cités d'or à la fin. Vraiment, j'ai pas compris. Ça m'a vraiment soufflé et je ne sais pas quoi faire de cette fin. Une petite précision, moi ça, quand j'ai revu le film hier, ça m'a fait penser à la fin de Conan le Barbare. J'ai pas vu. Et en fait, la fin de Conan le Barbare, il tue le grand méchant et il devient le chef de tout le monde. Et en fait, au scénario, il y a le réalisateur de Conan le Barbare. Donc John Milius a réalisé Conan le Barbare et a écrit Apocalypse Now. Voilà, c'est ça. C'est le scénariste. Donc oui, je suis un peu d'accord avec toi. À la fin, c'est un truc totalement nihiliste parce que de toute façon, l'homme blanc a le luxe du nihilisme, c'est-à-dire plus rien ne vaut rien, voilà, l'horreur. Ouais, et pour expliquer pourquoi les gens sont habillés comme ça à la fin, c'est parce que c'est une minorité ethnique aux Philippines. Donc on n'est pas du tout au Cambodge, on n'est encore pas du tout au Laos, pas du tout au Vietnam. De toute façon, géographiquement, le film n'a aucun sens. C'est-à-dire que le fleuve qui est pris, on se doute bien que c'est le Mékong, mais ils mettent des plombes à arriver au Cambodge, alors qu'en fait, au Vietnam, vous traversez assez vite, vous arrivez vite au Cambodge. Enfin, ça n'a aucun sens, si tu veux. Genre, ça c'est assez drôle. Mais surtout, c'est donc même le rite, le sacrifice qu'on voit à la fin, c'est un rituel que pratiquent les personnes aux Philippines, cette minorité ethnique aux Philippines. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait sur le tournage, ils ont dit on n'a qu'à en faire une scène à la fin, etc. Donc ça n'a rien à voir géographiquement. Et là, c'est un truc typique du cinéma occidental colonial, c'est l'interchangeabilité des espaces et des corps. Voilà. De fait, nous sommes aux Philippines pour Vietnam. La plupart des gens sont donc philippins dans le film. À la fin, en tout cas, sont tous philippins, même si ça ne veut pas rien dire, puisqu'on parle d'un peuple qui ne se réclame pas de la nation philippine. Et donc tout ça, de toute façon, n'a aucun sens, si tu veux. Donc, en effet, la perspective de la fable est intéressante, d'autant que c'est adapté d'un roman de Joseph Conrad qui se passe au Congo. La trame est adaptée d'un ouvrage qui se passe au Congo belge, transposé au Vietnam, tourné aux Philippines. Et donc là, on arrive à un degré d'abstraction qui fait de toute façon, on comprend bien que l'enjeu du film, c'est pas du tout la saisie du réel. Et c'est au contraire sa mystification, sa transformation en une espèce d'épopée au service de l'homme blanc, une odyssée un peu herculéenne. C'est John Milius qui cite l'Odyssée comme inspiration, c'est-à-dire qu'il y a le Cyclope, ce serait Kilgore, et puis il y a les sirènes, ce seraient les personnages de Playmate. Et donc à chaque fois, il y a des étapes comme ça, de spectacle en spectacle, qui sont une sorte d'initiation de l'homme blanc envers jusqu'à au tréfonds de son âme, si tu veux. Voilà. Oui, en plus, du coup... Et à la fin, il y a une impasse. Ça refait de l'homme blanc, Hercule, le héros. Oui, et à la fin, l'idée, c'est simplement qu'au bout de ça, on tue le père, on est à la place du père et on quitte les lieux. Tu vois, en plus, en gardant sa grandeur morale, c'est-à-dire qu'on le tue sans le remplacer. Voilà. Donc il y a une forme d'opération comme ça, très retorse du film, qui permet de s'absoudre complètement d'une remise en question, puisque
quelque part, on a fait le geste qu'il fallait, C'est ça. et en même temps on se retire en bon prince. Voilà. Donc si tu veux, même en le prenant de point de vue du conte, je trouve ça un peu fou, quoi, ce que ça raconte. Alors moi, un peu pareil que toi, je l'avais vu il y a très longtemps quand j'étais jeune, on va dire par injonction culturelle il faut voir ce film, et je crois que j'avais même pas fini à l'époque, et je savais plus pourquoi, et là en fait, en me forçant à le voir là jusqu'à la fin, j'ai compris pourquoi j'avais quitté ce film à ce moment-là, et en fait ce film, j'ai l'impression quand je le vois, c'est un véhicule pour l'ego de déjà Francis Ford Coppola, mais aussi de Marlon Brando, et j'ai cru comprendre que même pendant le tournage, c'était une bataille d'ego entre les deux, et en fait c'est là je suis sorti du film quand il apparaît à l'écran et qu'il commence à déblatérer des trucs, et j'ai l'impression que même Coppola n'a plus maîtrisé son film à partir de ce moment-là. Je sais pas si ça a été documenté ça ou pas, mais j'avais cette impression-là en tout cas, quoi. Oui, il y a eu un petit bras de fer, mais typiquement, c'est une bataille de coqs. Ouais. En fait, on s'en fout. Tu vois, il y a presque ce truc de dire, bon, c'est deux gamins qui se pensaient plus gros qu'ils ne le sont réellement, qui se sont pris un peu pour les rois de la jungle, et qui, tu vois, genre, c'est un peu ridicule, en fait. Il y a une forme de côté complètement... C'est un classique, même dans Fitzcarraldo, c'était ça déjà. Pareil. En fait, pareil, à chaque fois, c'est de le même Herzog. film. Ouais. Donc, cette fable-là, on la connaît. Voilà, on la connaît. Et moi, ce que j'interroge, c'est pas tant la qualité de la fable, parce que je la trouve pas forcément passionnante, mais c'est aussi pourquoi on en a fait l'un des plus grands films de tous les temps. C'est pas moi qui dis ça, si tu veux, c'est vraiment pour le coup, c'est entendu, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'une forme d'évidence dans les top 10 films de tous les temps. Vous avez toujours ce film-là, et précisément, je pense que c'est la raison justement pour laquelle on l'a autant célébré, c'est qu'il permet quelque part de sublimer le chaos, de se complaire aussi dans une forme de romantisme un peu vénéneux, et quelque part, pour moi, ça neutralise complètement... Mais déjà, rien que cette phrase, sublimer le chaos et la mort, etc. Je veux dire, il faut vraiment être un occidental pour dire que c'est beau le chaos. C'est vraiment la nécropolitique de base. C'est-à-dire, le mec est tellement colon occidental que qu'est-ce que c'est beau la guerre, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment un truc typique. Et puis il y a pas que le Vietnam qui est concerné par ça. Je veux dire, je parlais de Oui tout à l'heure. Tu vois, enfin, je veux dire, oui. il y a une forme, il y a un truc très pervers de vouloir presque, comment dire, se servir d'un massacre, d'une guerre, tu vois, d'un meurtre, comme matière esthétique. Hein, c'est-à-dire qu'on en fait de la peinture, c'est ça, qu'on vient disposer sur une toile, et à la fin la toile on la trouve magnifique parce que justement elle est faite du sang, tu vois. Et pour le coup, il y a quelque chose comme ça de très vicieux qui fait que, en plus, ce qui est à la limite, que les gens fassent ça, je veux dire, d'accord, mais le problème c'est que cette peinture-là, elle recouvre le réel. Moi, c'est ça mon problème, c'est que cette peinture-là, elle vient se substituer au réel lui-même, et en 79, pendant que le film sort, qu'est-ce qui se passe au Vietnam ? Blocus, sanctions, famine, et tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a un truc comme ça qui fait écran, quand on parlait d'écran de fumée, et là on parle de cinéma, et vous avez un écran sous les yeux, il faut le prendre dans tout ce que ça implique, ce n'est pas un révélateur, c'est un cache, tu vois, c'est même un filtre, c'est un truc qui vient recouvrir quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut avoir, et c'est pour ça qu'aussi qu'on a lancé la revue Emitai, j'y reviens pour boucler la boucle, c'est d'avoir un rapport critique, tout simplement, aux images. Ouais. Voilà. Et même sur le deuxième, je veux dire, voilà, je suis actif, je participe au film, et d'ailleurs, en fait, le court-métrage Where Was the Scenery, c'est un film de visionnage. C'est presque un film de visionnage critique. Voilà. Alors après, c'est une posture critique qui est singulière, mais c'est intéressant. Exactement. Ouais. Alors du coup, c'est pas forcément celle que je viens de vous faire, parce que j'essaie de mobiliser des livres et tout ce que vous voulez, mais on peut tout à fait avoir un rapport critique hyper nonchalant. En fait, dire les parents de une version commentée du film par les personnages de We Were Scenery. Ça c'est incroyable. Moi, je prends la version longue, tu vois, genre vraiment. Et surtout, là, ça aurait été marrant de voir, là on pourrait le faire avec des exilés vietnamiens en France, de voir la scène de la plantation française que vous n'avez pas vue, parce que c'est la version courte, qui est pareil, assez marrante, je trouve, dans ce qu'elle raconte, et voilà. Ouais. Et on va pas ouvrir cette boucle, mais... Je voulais juste rajouter un truc, savoir ce que vous en pensiez, sur le fait que le film, il y a une esthétisation de la violence, etc. Et moi, je sais que le film, je l'ai vu il y a longtemps, j'avais l'impression que j'allais voir un film en gros qui allait essayer de dénoncer la violence de la guerre, etc. D'une manière peut-être un peu poussive, un peu colon, etc. Mais avec voilà cet entre-deux qu'on trouve dans beaucoup d'œuvres qui esthétisent la violence en même temps que ça la critique. Mais en fait, j'ai été très très déçu parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce truc sur l'horreur, machin, etc. Au final, c'est une espèce de message libéral mou.
qui nous dit oh la guerre c'est pas bien, genre et qui en fait met dos à dos la même violence en fait entre les colons, les colonisés, enfin genre tout est mis à égalité, et finalement c'est presque on sort de là en voulant encore moins se poser de questions sur la guerre. En fait il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est pire que juste rien quoi, c'est vraiment ça nous incite à pas réfléchir en fait presque sur ce truc. Ouais bah oui, bah, c'est toujours ce truc tu sais, quand souvent quand on parle de la question palestinienne, de toute façon ce sont des guerres de religion, ou de toute façon les pays d'Afrique de toute façon, tu vois, c'est toujours cette attitude là qui vient dématérialiser les conflits. Alors tous les films n'ont pas un devoir de rendre compte d'une matérialité historique. Moi c'est pas ce que je demande au film. Voilà. Par contre en effet il y a cette hypothèse de se dire ok, le film n'était pas obligé de parler de la matérialité d'un conflit, mais il n'était pas obligé d'exister tout court. Dire au pire tout cet argent, toute cette énergie déployée en plus, et puis je vous dis, là il y a cet effet nocif culturel sur nous à long terme dans notre construction politique, etc., qui est nocif si on veut, mais j'ai évoqué tout à l'heure le support financier du film vis-à-vis de la dictature de Marcos, ça c'est très concret. Et ça pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un militant très développé ou quoi que ce soit pour comprendre qu'en fait derrière ce film-là, il y a même, je veux dire, une opération de financement d'un régime au service de l'Empire, concrètement, de l'argent. Voilà, on en revient toujours à ça, et donc ce film-là, et non seulement il permet, comme tu l'as très bien dit, d'entretenir une sorte de flou artistique sur le conflit, et en plus d'alimenter l'assise matérielle de l'impérialisme, tout simplement. Et donc ça, pour le coup, quand vous voyez aujourd'hui, quand quelque part les masques tombent, c'est un révélateur. Voilà. Et c'est pour ça que ce film-là, peut-être que Trump nous a aidé à mieux le voir, en fait. Moi, je remercie Trump d'avoir fait ce tweet, parce que ça m'a tellement fait bizarre que je me dis, mais il y a un gros problème, quoi. Ouais. Enfin, je me dis pourquoi. Et en fait, je pense, au final, on en arrive à la conclusion, pour boucler la boucle, il a plutôt bien compris le film. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant. Moi, je pense que Apocalypse Now n'aura pas le même statut dans 50 ans. Le monde sera différent, peut-être que l'impérialisme américain sera plus faible. Ouais. Bah oui, l'histoire évolue en fonction de... Enfin, si tu veux, c'est nous qui faisons aussi, qui définissons comment on voit les choses. Donc à un moment, on n'est pas obligé aussi de se soumettre au fait qu'Apocalypse Now devrait être un monument. On n'est pas obligé. Tout simplement. Donc il suffit seulement de refuser ce constat et de dire mais non, je suis pas d'accord, d'apporter en plus, parce que souvent l'argument qu'on va m'opposer c'est ouais mais formellement tu peux pas dire parce que c'est quand même incroyable. Mais moi j'entre pas en contradiction avec ça. C'est parce que précisément le film est formellement superbe, pyrotechniquement incroyable. C'est ça qui le rend nocif pour moi. C'est ça en soi que je le défendrai plus. Et tu vois, là, j'ai l'impression que c'est bon, j'en ai fait le tour. Ce sera la dernière fois que je le verrai, je pense. Tu vois, parce que quelque part, j'en suis arrivé à bout, quoi. À force de tourner autour, au bout d'un moment, le truc s'épuise, quoi, et il se dégonfle un peu avec le temps. Et donc, voilà, on voulait pas faire de hate watch, mais en mettant à l'épreuve un peu ce visionnage-là avec, en fait, la question décoloniale dans un coin de notre tête. Pour moi, tout change. En fait, c'est ça qui est hyper fort. Et là, ça paraît être une évidence pour vous, mais je vous promets, voilà. Je pense à cet homme dans la rue qui était prêt à changer son programme du dimanche juste parce qu'il a vu l'affiche Apocalypse Now, le truc très séduisant avec le soleil couchant magnifique, les hélicoptères devant. Il était prêt à venir là pendant 3 heures avec nous, sans savoir dans quoi ils s'embarquaient. Mais il aurait peut-être appris des choses. Hein. Peut-être on pourrait élargir. En fait, beaucoup de films du cinéma américain pourraient subir facilement. Enfin, il y a des grands westerns entre guillemets, qui pourraient subir ce regard-là. Ah bah oui, mais ça c'est un truc, c'est un travail à faire. Nous aussi, d'un point de vue historique. Dans un autre texte, je parlais d'un film comme La Belle de Saigon, qui était un film de Victor Fleming, donc réalisateur de Autant n'importe le vent et Le Magicien d'Oz, qui a fait un film en Indochine pendant, alors il n'a pas du tout été en Indochine, c'est en studio, mais pendant la colonisation française, pendant que l'Indochine française existait, il a fait un film de romance sur fond de récolte d'EVA avec des personnes esclavisées à l'arrière-plan, bon globalement c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu un remake de ce film-là par John Ford, qui s'appelle Mogambo, qui est tourné au Kenya avec la même intrigue, hop, on transpose ça. Et au Kenya, pendant que le tournage a eu lieu, il y avait la révolte anticoloniale des Momo, qui a été maté aussi pour que le film puisse se faire. Donc là, dans ce cadre-là, le film doit à la puissance coloniale son existence, mais là, moi, je trouve que c'est pire, c'est que le film alimente la puissance coloniale. Et alors là, on arrive sur un truc, pour moi, qui devient insupportable, mais que j'aurais pas pu formuler, je pense, sans m'être au moins forcé à voir le film, et on a passé un moment plus ou moins agréable, mais au moins, on l'a traversé, on en ressort quand même un peu grandi, c'est tout ce qu'on puisse faire face à ça, quoi. Comme disaient 2 personnages, c'est un beau spectacle, mais pas plus. Très beau mot de fin. Merci Corentin.
Et allez suivre Emitai. Ouais. Voilà. Ouais, donc emitai.fr. Donc j'oublie parce qu'après je me fais engueuler. Ouais. Très beau site internet. On a une page Instagram, voilà, Emitai Ok. Revue, tout attaché. Voilà, on fonctionne au don. Donc si vous voulez soutenir notre travail et que si vous voulez alimenter les regards critiques Le comme nerf de la celui-ci. guerre. Et vous publiez régulièrement des textes. Voilà. Et on n'envoie pas d'argent à des dictatures du Sud. Voilà. Et vous avez un podcast par contre. Ouais, on a un Aussi, podcast hein. sur Spotify qu'on vient de lancer. Voilà. Et un appel à texte. Donc si vous voulez, vous sentez une âme critique. Exactement. On Bon, peut- ça fait beaucoup de choses, mais oui. Voilà. Sur le site, il y a tout ce qu'il faut savoir et globalement, on est une jeune revue, donc voilà, on commence ce travail-là et il y a un gros dossier, quoi. Voilà, il y a du boulot. Bah, merci à vous. Et merci à l'Étoile À la aussi, prochaine séance. Merci au Club de l'Étoile de nous avoir reçus.